tout de suite la parole à Joël Guyot pour la première présentation. Merci Olivier. Est-ce que j'ai le droit? Oui, ça va, ça marche. Je partage mon écran. Mais bonjour à tous et merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Donc moi, je vais essayer de vous parler des risques climatiques et environnementaux sur le bassin du Rhône, des drivers aux impacts. Alors évidemment, je ne suis pas un spécialiste du Rhône, mais je vais me baser sur des informations qui sont issues du groupe d'experts du changement climatique en région PACA, qui comprend la basse vallée du Rhône, donc la Camargue, et là où il y a quelques informations qui sont disponibles. Et voilà, je vais un peu essayer de vous parler des risques, des problèmes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Alors voilà le GREC Sud en quelques mots, on va faire un peu de publicité. Le GREC Sud a produit depuis à peu près 5-6 ans un certain nombre de cahiers sur différents aspects du changement climatique en région PACA. Voilà, ils sont librement accessibles sur le site du GREC Sud. Hein, il y a aucun problème. Et ça, pour l'instant, ça recoupe à peu près toutes les grandes thématiques. Il y a encore d'autres thématiques qui sont en chantier, comme la biodiversité, le stockage du carbone, par exemple, et des solutions concrètes aussi d'atténuation et d'adaptation. Alors, deux autres groupes régionaux concernent aussi le bassin du Rhône. Il y a Ouranos Aura, qui n'a pas encore publié réellement de rapport, mais qui est en train de se constituer. Et donc, Ouranos Aura, donc c'est région Auvergne et Rhône-Alpes. Et il y a RECO pour la partie ouest on va dire de la Camargue et de la basse vallée du Rhône. Donc, c'est la région Occitanie. Et eux, ils ont produit déjà un premier cahier, un premier rapport, en fait, qui fait 150 pages. Et il y a toute une série d'informations qui sont intéressantes aussi pour vos travaux. Voilà. Alors maintenant, sur le changement climatique, je vais partir très rapidement du global pour arriver après au bassin méditerranéen et puis finalement au Rhône lui-même. Alors, il faut savoir que le réchauffement, actuellement, quand vous lisez un petit peu les différentes informations qui sortent, on parle d'un réchauffement depuis à peu près la période pré-industrielle, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, le début du 20e. Eh bien, c'est 1,1 degré de réchauffement global. Mais en fait, ce réchauffement, il est très différent selon qu'on se situe sur la mer ou sur les continents. Et si on regarde la Méditerranée, disons le bassin méditerranéen, eh bien, les choses sont encore différentes. Et vous avez ici 4 courbes. En rouge, vous avez le réchauffement, c'est la courbe qui concerne le continent. Et on constate qu'il y a un réchauffement de 1,7 degré sur les terres en Méditerranée. Ensuite, sur les terres globales, si vous voulez, la moyenne de tous les continents, c'est un peu en dessous, donc 1,5, c'est normal. Plus on réduit la région, plus la variabilité est grande. Et donc, les terres autour de la Méditerranée se réchauffent un petit peu plus vite que les terres globales. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comparer le réchauffement de la mer Méditerranée, qui est de 1,3 degré, à l'océan global, qui lui est nettement moins, à 0,7 degrés. Donc, c'est normal que les océans se réchauffent moins vite que les continents. Il y a une inertie assez importante. Mais pour la Méditerranée, eh bien, on s'aperçoit que cette inertie est beaucoup moins forte et la Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres masses d'eau. Alors maintenant, si on arrive à la basse vallée du Rhône, donc ça c'est un travail qu'on est en train de faire pour le parc régional de Camargue, eh bien, vous avez la courbe de température annuelle, les températures minimales hivernales à Arles, la température moyenne des maxima hivernaux à Arles et les précipitations annuelles. Et on s'aperçoit que la température moyenne annuelle d'Arles est passée de 14 degrés à la fin des années 70 à 16 degrés en 2020, donc un réchauffement assez important de 2 degrés. La vitesse moyenne de réchauffement, elle est donc de l'ordre de 0,4 degrés par décennie, à comparer à la vitesse moyenne du globe qui est de 0,2 degrés par décennie. Le record des 60 dernières années est détenu par 2018 et 2014 avec
une pointe de 16,1 degrés. La température moyenne des nuits hivernales est passée de 2 degrés en 1980 à près de 5 degrés en 1920. Et celle des après-midi estivaux, donc celle qui concerne en fait les canicules, elle est passée de 27 degrés à 30 degrés sur la même période. Donc, on a vraiment une accentuation des vagues de chaleur et ce qui est assez préjudiciable pour toute une série de secteurs des écosystèmes. Alors, au niveau des précipitations, on ne peut pas dire qu'il y a réellement de gros changements. Vous voyez ici, au niveau annuel, eh bien, c'est à peu près stable, une légère diminution, mais ce n'est pas significatif. Alors maintenant, si on regarde un petit peu des événements, si vous voulez, des facteurs un petit peu plus ponctuels, comme par exemple le nombre de jours sans pluie, le nombre de jours avec des pluies importantes, soit supérieur à 20 mm, soit supérieur à 50 mm, eh bien, on voit que ça n'a pas énormément changé depuis les années 1960. Au niveau du Mistral, on a l'impression que depuis 10 ans, il y a une légère diminution du nombre de jours avec Mistral. Alors ici, Météo France fait des statistiques assez suivies sur Istres, qui est la station météo la plus proche du Rhône. Mais donc, pour ces deux paramètres, donc pluie et Mistral, eh bien, c'est difficile de trouver une tendance qui est vraiment significative. Alors, j'ai retrouvé aussi des informations intéressantes qui sont un peu plus anciennes, qui ont été produites par un historien qui s'appelle Georges Pichard. Il a publié ça en 1995 et on voit que le Rhône, à Arles ici, était complètement différent pendant les siècles précédents, et en particulier sur la période qu'on appelle le petit âge glaciaire. Grosso modo, ici, c'est à peu près 1550 à 1900. On voit que pendant ce petit âge glaciaire, vous avez la courbe continue qui est en très léger, qui donne le nombre de jours avec des embâcles de glace donc sur le Rhône. Et les bâtons vous donnent le nombre de jours avec des crues supérieures à 4 mètres. Et on s'aperçoit que vraiment, il y a une augmentation de ces deux paramètres qui est plus ou moins concomitante entre, grosso modo, 1550 et 1900. Et évidemment, actuellement, il n'y a plus d'embâcles sur le Rhône. Maintenant, si on regarde les scénarios futurs, très rapidement, parce que Julien, dans l'exposé qui va suivre, va certainement détailler ça de façon beaucoup plus importante que moi. Eh bien, vous avez ici les projections de trois scénarios. Le scénario en vert, c'est le RCP 2.6, donc le scénario qui respecte plus ou moins l'accord de Paris. En rouge, vous avez le RCP 8.5, qui est le scénario qu'on dit business as usual. Donc, on continue à émettre des gaz à effet de serre au même rythme que maintenant. Et puis, il y a un scénario intermédiaire en orange qu'on appelle RCP 4.5 et qui, lui, disons, c'est sur cette trajectoire-là qu'on est actuellement. En tout cas, selon les promesses qui ont été faites par les différents pays à Glasgow au mois de novembre, hein, ça nous fait un réchauffement global de l'ordre de 2,7 degrés. Eh bien, ça correspond à peu près à ce RCP 4.5. Au niveau des précipitations, la réduction des pluies estivales projetée pour le scénario à faible émission est non significative, mais elle atteint 50% pour le scénario à forte émission, donc le RCP 8.5. Donc ici, c'est des précipitations estivales. Parce que si on regarde les précipitations hivernales, il y a très peu de changements. Et donc, finalement, au niveau annuel, eh bien, cette diminution estivale passe relativement inaperçue. Ce qui est le fait qui est significatif là-dedans, c'est une augmentation de la saison sèche en été et donc une diminution des précipitations pendant cette saison. Alors, au niveau de l'augmentation du niveau de la mer, alors évidemment, c'est quelque chose qui est assez important pour la Camargue, donc pour le delta du Rhône. L'augmentation, disons fin 2100, l'augmentation atteindra 37 à 90 cm selon le scénario, avec une probabilité faible, mais non nulle de dépasser le mètre. Donc ça, on dépassera le mètre si les instabilités de l'Antarctique, de la calotte antarctique, continuent un petit peu comme les indications que ça donne actuellement.
Donc, on pourrait même imaginer de dépasser le 1,50 m d'augmentation dans ce cas-là. Mais c'est absolument pas encore vraiment étayé. En tout cas, pour les projections ici qui sont fournies par le site web du BRGM, eh bien, dès 50 cm d'élévation du niveau de la mer, on voit presque un doublement de la superficie du territoire qui est en risque d'inondation. Alors, 50 cm, c'est sûr que, quel que soit le scénario, eh bien, on y arrivera. Donc, dans tous les cas de figure, une bonne partie de la Camargue subira l'élévation du niveau de la mer. Alors, ça implique d'autres phénomènes qui sont, par exemple, l'augmentation des phénomènes d'intrusion saline. Alors, on peut avoir une salinisation des terres quand la mer envahit les terres, mais quand ce n'est pas le cas, on peut quand même aussi avoir une intrusion saline. Donc, c'est l'eau de mer qui envahit les aquifères et donc qui pollue les nappes d'eau douce. Et ça, c'est des choses qui sont déjà bien connues dans le delta du Rhône. Alors, maintenant, on va un peu regarder les impacts de ces changements climatiques sur différents types d'écosystèmes. Par exemple, les forêts ici. Actuellement, les forêts, la plupart du temps, stockent du carbone. Donc, ce sont des puits de carbone. Et ce n'est pas toujours le cas, en fait. Quand on a une période de canicule, par exemple juin 2019, eh bien, pendant l'été, en rouge, eh bien, vous savez que les forêts deviennent des sources de carbone. Donc, le service de stockage de carbone par les forêts peut être complètement perturbé si le climat devient de plus en plus sec. Il y a les problèmes d'incendie. Alors, les incendies de forêt, c'est quelque chose qui est bien connu en région méditerranéenne, dans les plaines, parce que ça participe à la régénération des forêts, à condition que ces incendies ne soient pas trop fréquents. Par contre, si vous avez ici des projections à gauche, vous avez ici la situation actuelle, en clair dans l'ouest de la région PACA. Donc, on a des indices de feu qui sont relativement élevés. Par contre, en région de montagne, les indices de feu sont tout à fait nuls. Et ce qui va se passer avec un scénario de réchauffement climatique important, donc le RCP 8.5 à la fin du siècle, on voit que la moyenne montagne aura des risques d'incendie à peu près équivalents à la plaine provençale actuellement. Alors, le problème est que là, dans ce cas-là, les espèces de montagne, elles ne sont pas du tout adaptées à ce type d'événements extrêmes. Et donc, elles risquent d'avoir énormément de difficultés à s'adapter aux incendies. Alors maintenant, on va passer à l'agriculture. Vous avez les types d'agriculture importants. Il y a les vignes, il y a les fruitiers et les céréales. Eh bien, les dates de semis, évidemment, ont beaucoup changé et elles ont toutes avancé de 3 à 4 semaines par rapport au climat des années 40 à 70. On constate également une augmentation du rendement de la betterave, du degré alcoolique du vin et de la production forestière à des niveaux variables. À l'inverse, le rendement du blé stagne. Et ça, je vais vous le montrer avec quelques courbes. Vous avez ici une baisse à gauche de la production de truffes qui est liée à l'augmentation du déficit hydrique. Et au niveau des céréales, vous avez ici les points en jaune qui vous donnent les rendements en blé dur sur les 60 dernières années. Et vous voyez avec la courbe jaune qu'il y a une stagnation de ces rendements. Et en bleu, ici, c'est une modélisation qui prend en fait en compte que les précipitations ne sont pas aussi réduites qu'elles ne sont en réalité. Et donc, si ces précipitations, on les augmente, eh bien, on aurait cette courbe et on aurait cette augmentation ici qui serait plus ou moins linéaire. Donc, on a un déficit ici de, par exemple, 3 quintaux en 2000, 7 quintaux en 2010 et 10 quintaux en 2015, avec évidemment une variabilité interannuelle. Donc, il y a déjà actuellement des gros effets sur
les rendements des céréales. Et en ce qui concerne les vendanges, donc les vignes, donc la production de vin, ici vous avez deux régions, disons, assez symboliques sur le Rhône, qui est Châteauneuf-du-Pape et Tavel. Et vous voyez que depuis les années 70, eh bien, les dates de vendange ont été beaucoup avancées, de l'ordre de 3 semaines. Donc, avant, on avait plutôt des vendanges à la fin du mois de septembre et maintenant, eh bien, les vendanges sont plutôt au début du mois de septembre. Alors, ça implique, ça oblige en fait les viticulteurs à s'adapter et une façon de s'adapter, c'est de changer les cépages et prendre des cépages qui sont plus résistants à la température, à l'augmentation de la température. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème simple parce que l'augmentation de sucre qu'il y a dans les raisins conduit à une augmentation du degré d'alcool. Et si on vendange de plus en plus tôt pour éviter d'avoir des vins trop alcoolisés, eh bien, on perd aussi certains avantages qui sont liés à d'autres composants du vin, comme les polyphénols. Donc, c'est vraiment un gros problème d'équilibre à trouver à ce niveau-là. Et les viticulteurs, évidemment, sont là-dessus depuis un certain temps, puisqu'ils ont déjà remarqué ça depuis pas mal de temps déjà. Alors donc, maintenant, si on veut faire un petit peu le bilan des changements, on peut dire qu'il y a deux types de changements, des changements progressifs et des changements qui sont liés aux extrêmes climatiques. Alors, on a l'augmentation des températures, donc c'est les courbes que je vous ai montrées, avec des phénomènes plus locaux comme les îlots de chaleur urbains. Donc, dans les villes, il fait toujours plus chaud que dans les campagnes environnantes. C'est amplifié également par la pollution atmosphérique et avec des impacts sur la santé et les rendements agricoles et forestiers, par exemple. Donc, on a une diminution de la ressource en eau avec des conflits d'usage, une baisse de la productivité agricole. Donc, les conflits d'usage, par exemple, c'est entre le tourisme et l'agriculture, puisque les besoins en eau de ces deux catégories d'usagers sont pendant l'été et justement une période où l'eau a tendance à diminuer. Les stocks en eau ont tendance à diminuer. On a la hausse du niveau marin et de la température de l'eau avec des intrusions salines, un impact sur la biodiversité marine et une érosion côtière. En ce qui concerne les extrêmes climatiques, on a les vagues de chaleur. La dernière vague de chaleur importante qu'on a eue, c'était juin 2019. Alors, c'est caractérisé à la fois par l'intensité, la durée de la vague de chaleur et les pics de température à laquelle que l'on doit subir. Et à cet égard-là, 2019, c'était une canicule qui n'a pas duré très longtemps, mais qui était extrêmement intense. Contrairement, par exemple, à 2003, qui a duré beaucoup plus longtemps, mais qui était moins intense au niveau des pics de température. On a les sécheresses extrêmes, et ça, les sécheresses extrêmes, c'est donc souvent la période estivale, mais en période plutôt automne-hiver, eh bien, on a les épisodes méditerranéens avec des orages et des précipitations. Par exemple, dans le Gard, on a pu avoir en fin 2020 un épisode méditerranéen où il est tombé 500 mm d'eau en une journée, avec donc évidemment des inondations. Alors, les sécheresses et les vagues de chaleur, ça nous donne des incendies extrêmes. En montagne, on a des avalanches et des glissements de terrain. Et sur le littoral, on a des vagues de submersion. Alors maintenant, pour terminer, je voudrais parler un petit peu d'atténuation du changement climatique. Alors, en fait, le GIEC a produit un schéma, si vous voulez. Le dessin qui est ici, c'est issu d'une bande dessinée, je me permets de faire un peu de publicité, que j'ai réalisée avec une dessinatrice qui s'appelle Macha et qui sera bientôt disponible. Eh bien, en se basant sur ce que nous dit le GIEC, c'est que la température globale de la Terre, elle suit à peu près la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Et si on considère un peu l'atmosphère comme étant une grande marmite, eh bien, on peut dire que depuis le début de la période industrielle, on a mis dans cette marmite à peu près 2400 gigatonnes
de CO2 et ça nous a donné un réchauffement de l'ordre du degré. Pour arriver à 1,5 degré, eh bien, on a encore droit à 500 gigatonnes. Si on dépasse les 500 gigatonnes, on va dépasser le degré et demi et donc on ne satisfera plus l'accord de Paris. Et puis si on est un petit peu plus laxiste et qu'on se contente du 2 degrés de réchauffement, eh bien, on a encore droit à 850 gigatonnes supplémentaires. Donc, le problème, il est assez simple. Il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre et en particulier le CO2 qui est le gaz le plus important et qui reste le plus longtemps dans l'atmosphère. Évidemment, il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote qui sont des gaz qui sont plus actifs que le CO2, mais ils ont des durées de vie. En tout cas, le méthane a une durée de vie seulement de 10 ans. Et donc, c'est quand même beaucoup encore sur le CO2 que tout est misé. Et donc, évidemment, pour ça, c'est la sobriété avant tout. Donc, il faut limiter toute utilisation abusive d'énergie fossile. Il faut l'efficacité énergétique. Il faut avoir le recours aux énergies renouvelables. Vous connaissez un peu toute la liste des actions qui peuvent être produites pour faire ça, pour arriver à ces objectifs. Transport collectif. Les pratiques agricoles, c'est très important. Par exemple, de passer d'une agriculture intensive qu'on connaît actuellement, qui est basée sur des intrants, des engrais chimiques, sur, par exemple, de l'agroécologie, de l'agroforesterie, qui, elle, est plus basée sur des fertilisants organiques. Limiter le gaspillage alimentaire. Le rapport du GIEC sur les terres a montré que 25% de la nourriture qui était produite va à différents moments de la filière finit en fait à la poubelle. Donc la réduction du gaspillage alimentaire, à mon avis, ne poserait pas trop de problèmes de contraintes pour les gens. Il faudrait juste être un petit peu plus efficace. Alors, de plus en plus, on parle de rationaliser l'usage du numérique, qui finalement, si on met tout ensemble au niveau du numérique, les émissions du numérique, c'est à peu près l'équivalent au transport aérien actuellement. Mais dans quelques années, avec l'explosion que ça a, eh bien, on pourrait arriver à l'équivalent du transport par automobile. Voilà. Et ce qu'on sait, c'est que si on avait commencé les réductions des émissions en 2000, il aurait suffi, entre guillemets, de diminuer de 4% par an. Mais maintenant, eh bien, on est déjà à 7%. Et donc, plus on traîne, plus le pourcentage qu'il faudra faire par an va devenir de plus en plus important. Et comme de toute façon, on va arriver assez rapidement à une impossibilité, il faudra compléter les mesures de réduction d'émissions par aussi des mesures d'émissions négatives, c'est-à-dire retirer du carbone de l'atmosphère, en particulier par les sols et par les forêts. Et quelque chose qui n'est quand même pas anodin, c'est que si on veut uniquement rester sur un point de vue économique, l'action pour le climat devrait coûter un quart des dépenses de réparation liées à la non-action. Donc, tous ces événements extrêmes comme ceux qu'on a eus cet été en Allemagne et en Belgique, par exemple, et puis dans plein d'autres régions du monde, eh bien évidemment, ça coûte de l'argent et cet argent nécessaire à la réparation est 4 fois plus élevé que l'investissement qui serait nécessaire à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, les zones humides, c'est quelque chose qui est très important pour ça, parce que ces zones humides, elles sont à la fois, elles nous fournissent un grand nombre de services écosystémiques qui sont au niveau de l'alimentation et par les pêches, la production de bois, le stockage du carbone. Vous avez ici la photo à droite qui vous montre que le stockage de carbone est beaucoup plus important dans la partie humide de l'écosystème que dans la partie sèche. La purification de l'eau, le tourisme, puisque ce sont des zones quand même qui sont assez courues par les touristes. Et en ce qui concerne les zones humides côtières, eh bien, on a la protection contre l'élévation du niveau de la mer, au moins jusqu'à un certain point. Et d'ailleurs, par rapport à cette protection contre le niveau de la mer, on a différentes possibilités de réponse. On peut ne rien faire, on peut mettre des digues, on peut surélever les habitations et finalement, la combinaison de retrait
donc retirer les habitations plus loin à l'intérieur des terres et recréer des zones humides sur le littoral, eh bien, c'est quelque chose qui a pas mal d'avantages combinés. Ça permet de créer un nouvel habitat pour la vie sauvage, ça améliore la qualité de l'eau douce, ça recharge les aquifères et ça permet de repenser une nouvelle occupation des terres pour le long terme. Et ici, l'agroécologie et l'agroforesterie, bon, l'agroécologie en général, c'est quelque chose qui englobe l'agroforesterie. C'est une vision un peu plus écologique de l'agriculture qui permet à la fois de diminuer les intrants, de diminuer les pesticides, et ça permet de sauvegarder de l'eau, donc d'épargner la ressource en eau. Et tout ça est basé sur des interactions entre les différentes composantes de l'écosystème. Et donc, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus résilient que l'agriculture traditionnelle. On optimise l'utilisation de l'eau, on stocke beaucoup plus de carbone. Et donc, ici, en passant, il faut noter que l'élevage n'est pas du tout proscrit. Une agriculture qui serait uniquement pour des végétariens ne permettrait pas de faire fonctionner une agroécologie de manière satisfaisante. L'élevage est vraiment une composante importante du système. Et l'agroforesterie, eh bien, c'est l'association des cultures et des arbres qui permet d'augmenter la productivité totale du système, c'est-à-dire en incluant à la production agricole les cultures aussi le bois. Et donc, l'ensemble, là, eh bien, a montré, vous avez ici un petit dessin en haut, là, en vert et jaune, qui montre que l'agroforesterie est plus productif qu'une spécialisation d'agriculture monospécifique. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.